Élodie Moreau croyait mener une vie stable, bien ordonnée, à l'image de ses étagères pleines de classiques de la littérature française. À 32 ans, elle enseignait les lettres au lycée Jean Moulin de Lyon, trouvant dans les mots des autres le refuge discret de ses silences. Mariée depuis 7 ans à Julien Morel, un architecte au regard doux et aux gestes calculés, elle avait appris à apprécier les silences partagés et les conversations inachevées, croyant que l'amour adulte s'exprimait par l'économie des mots. Il vivait dans un appartement lumineux du quartier de la Croix-Rousse, entouré de plantes suspendues, de souvenirs de voyage et de livres empilés au sol comme des promesses d'évasion. Claudine Moreau, sa mère, s'invitait souvent dans ce décor. Femme charismatique, séductrice née, elle portait ses 60 ans comme un défi au temps. Ancienne chanteuse de cabaret, elle n'avait jamais perdu ce timbre de voix grave et ensorcelant, ni le besoin d'être regardée. Chaque visite de Claudine était une pièce de théâtre en 3 actes. Compliments déguisés, rires sonores et critiques feutrées. Entre elle et Élodie, il y avait une guerre douce, constante, faite de regards détournés et de petites piques, comme si l'amour maternel était une compétition à durée indéterminée. Élodie, malgré tout, tentait de maintenir la paix. Elle s'obligeait à sourire lorsque sa mère racontait pour la 100e fois ses anecdotes de jeunesse devant Julien, surtout quand celui-ci riait plus qu'elle ne l'aurait voulu. Mais récemment, quelque chose avait changé. De petits détails, imperceptibles pour un œil extérieur, venaient fissurer le tableau. Un jour, elle trouva le foulard en cachemire de Julien, celui qu'il ne prêtait jamais, imprégné du parfum de Claudine, ce mélange entêtant de jasmin et de musc qu'elle connaissait trop bien. Une autre fois, en rentrant plus tôt d'un déjeuner, elle les surprit tous les deux dans le salon, riant à une blague qu'elle ne comprenait pas, se regardant un peu trop longtemps. Ce n'était pas encore une certitude, mais un malaise, qui s'infiltrait, comme une brume sourde. Julien semblait plus distrait, plus distant. Claudine, quant à elle, multipliait les visites sous prétexte d'ennui, apportant des bouteilles de vin et des souvenirs de famille, comme pour renforcer sa présence dans la vie conjugale de sa fille. Élodie observait, notait mentalement chaque incongruité, chaque soupir trop appuyé, chaque geste inutilement prolongé. Elle n'était pas jalouse, elle n'était pas paranoïaque, mais elle savait lire les détails. C'était son métier, après tout, déchiffrer les intentions derrière les mots. Un samedi, alors qu'elle rangeait la bibliothèque, elle tomba sur un livre de Marguerite Duras que Julien n'aurait jamais lu. À l'intérieur, une dédicace manuscrite « À toi qui comprends mes silences. C. » Son cœur se serra. Ce n'était pas une preuve, ce n'était même pas un indice, juste une sensation de trop. Et cette sensation, depuis des jours, la rongeait. Elle n'osait pas confronter l'un ou l'autre, comme si mettre des mots sur cette intuition risquait de la rendre réelle. Elle préférait douter, rester dans cette zone grise où l'on peut encore se mentir à soi-même. La nuit, elle se tournait dans son lit, écoutant la respiration paisible de Julien, tentant d'y retrouver la sincérité des débuts. Parfois, il murmurait des choses dans son sommeil, mais rien de distinct. Claudine, elle, continuait de l'appeler tous les 2 jours, comme si de rien n'était, partageant des anecdotes banales, des recettes, des souvenirs d'enfance d'Élodie qu'elle déformait toujours un peu, comme pour réécrire leur passé à sa manière. Et pourtant, Élodie sentait qu'un gouffre s'ouvrait sous ses pieds, un gouffre silencieux, sans cri, sans dispute, mais bien réel. Un soir, en lavant les verres après un dîner où sa mère avait encore brillé, trop fort, elle regarda Julien par la fenêtre de la cuisine. Il riait au téléphone, adossé au mur du balcon, son visage éclairé par la lueur du réverbère. Il riait comme il riait rarement avec elle. Et tout à coup, ce rire ne lui appartint plus. Elle sentit une déchirure, fine, sourde, comme un fil invisible qu'on coupe sans bruit. Rien n'était encore dit, rien n'était encore prouvé, mais dans ce tableau familial que tout le monde croyait parfait, une fissure s'était ouverte. Et Élodie, sans encore le savoir, venait de franchir le seuil d'un abîme dont elle ne ressortirait plus intacte. Ce soir-là, la pluie tombait sur Lyon avec une régularité presque apaisante. Élodie referma la portière de sa voiture sans bruit, tenant son sac contre sa poitrine comme si elle voulait empêcher le monde d'y entrer. Elle rentrait plus tôt que prévu d'une réunion avec les professeurs du lycée, abrégée à cause d'une panne d'électricité. Les rues, encore illuminées par les réverbères, semblaient désertées, comme si la ville elle-même
retenait son souffle. Elle monta les escaliers de leur immeuble lentement, évitant de faire craquer les marches, sans trop savoir pourquoi. Quelque chose en elle pressentait déjà l'inconfort. La porte de l'appartement n'était pas verrouillée. « Une habitude de Julien, disait-il toujours. Je déteste les barrières entre nous. » Élodie entra sans bruit, déposant ses clés sur la console de l'entrée. Aucun son de télévision, aucun grésillement de cuisson, rien qui indique une activité normale. Sauf un murmure, une voix étouffée accompagnée d'un rire qu'elle connaissait trop bien. Celui de sa mère. Elle avança sur la pointe des pieds, retenant sa respiration. Le son venait du bureau de Julien, une pièce qu'il gardait jalousement fermée lorsqu'il travaillait. La porte était presque close, mais pas complètement. De là, elle entendait le timbre grave de Claudine, entrecoupé par les intonations feutrées de Julien. Ce n'était pas une conversation. C'était une bulle intime, des rires partagés, discrets, comme ceux échangés entre deux personnes coupables d'un secret délicieux. Un frisson glacé parcourut l'échine d'Élodie. Elle s'approcha un peu plus, collant doucement l'oreille contre le bois. Elle distinguait mal les mots, mais le ton était indiscutable, chaleureux, complice. Puis un silence et un murmure, à peine audible, brisé par un éclat de rire de Julien. Ce n'était pas professionnel, ce n'était pas innocent. Le cœur battant, elle leva la main et frappa. 3 petits coups secs. Le silence alors devint assourdissant. Quelques secondes s'écoulèrent avant que la porte ne s'ouvre. Claudine apparut, un sourire figé sur les lèvres, tenant un verre de vin rouge. Elle portait un chemisier noir légèrement déboutonné et des boucles d'oreilles pendantes qu'Élodie ne lui avait jamais vues. Julien, derrière elle, fit un pas en avant, l'air surpris, presque irrité, comme si on l'avait arraché d'un rêve. « Oh, tu es déjà là ?» dit-il, en forçant un ton neutre. Élodie regarda alternativement sa mère et son mari. Claudine prit la parole la première. On discutait juste d'un projet qu'il pourrait présenter pour l'appel d'offres de la mairie. Je lui disais que l'architecture, c'est aussi une forme de séduction. Tu sais bien que je parle trop. Elle rit, ce petit rire qui voulait désamorcer les tensions, mais qui sonnait faux. Julien ajouta en passant nerveusement une main dans ses cheveux. Je lui montrai les plans de la rénovation de l'hôtel particulier. Tu sais, celui du quartier des Nez. Elle avait des idées intéressantes. Élodie ne répondit rien. Elle sourit mécaniquement et hocha la tête. « Je vais me changer, dit-elle, et se dirigea vers la chambre sans attendre de réponse. Ses jambes semblaient se mouvoir sans elle. Elle ne tremblait pas encore. Mais elle sentait l'humiliation s'infiltrer sous sa peau, comme une encre invisible. Dans la salle de bain, elle s'appuya contre le lavabo, fixant son reflet. Elle se demandait ce qu'elle cherchait à lire dans ses propres yeux. Une confirmation? Une preuve? Non. Elle n'avait rien vu, rien entendu de concret. Mais tout. En elle criait que quelque chose s'était brisé. Pas aujourd'hui, pas ce soir, depuis longtemps. Ce n'était pas une découverte, c'était une prise de conscience. Ce soir-là, elle ne dit rien. Elle partagea le dîner avec eux, écouta sa mère raconter une histoire absurde sur un ancien amant italien, regarda Julien acquiescer et parla peu. Très peu. Elle se retira tôt, prétextant une fatigue passagère. Dans la chambre, elle s'allongea tout habillée, les yeux fixés au plafond, ses pensées vrillant dans toutes les directions. Elle se sentait comme une spectatrice de sa propre vie. Elle n'était pas encore prête à affronter ce qu'elle soupçonnait, mais elle savait qu'elle devait se préparer. Les jours suivants, elle observa. Elle surveilla les regards. Elle nota les absences prolongées, les appels discrets, les messages supprimés. Elle vérifia les vêtements, les objets déplacés, les parfums persistants. Elle ne voulait pas devenir une femme méfiante, mais elle ne pouvait plus se permettre d'être naïve. Une nuit, alors que Julien dormait profondément, elle se leva et entra dans le bureau. Elle observa la pièce avec attention, cherchant un signe, un indice. C'est là que l'idée lui vint. Une caméra, petite, discrète, installée derrière les livres de l'étagère. Elle savait comment faire. Ce n'était pas illégal. Ce n'était pas de la folie. C'était de la survie. Elle ne cherchait pas à provoquer. Elle cherchait la vérité. Et cette vérité, hélas, les jours passèrent avec une lenteur méthodique, presque hypocrite, comme si l'univers lui-même voulait tester la patience d'Élodie. Le petit appareil, dissimulé derrière une rangée de dictionnaires dans le bureau de Julien, fonctionnait sans bruit, sans lumière, capturant en silence ce que les regards feignaient d'ignorer.
Chaque soir, elle copiait les fichiers sur son ordinateur personnel, sans les ouvrir. Pas encore. Elle attendait. Elle voulait être certaine. Elle voulait être prête à entendre ce qu'aucune femme ne devrait jamais entendre. Elle devenait une version d'elle-même qu'elle ne reconnaissait pas tout à fait, méthodique, distante, presque mécanique. Elle continuait à aller au travail, à corriger des dissertations, à distribuer des sourires aux élèves, mais à l'intérieur, quelque chose se désagrégeait. Elle ne pleurait pas, elle ne criait pas. Elle s'observait tomber avec une dignité glacée. Un vendredi soir, après un dîner silencieux partagé avec Julien, où il avait passé plus de temps à consulter son téléphone qu'à la regarder, elle s'enferma dans le salon, alluma son ordinateur et ouvrit le dossier intitulé simplement « Séquence ». Le premier fichier ne montrait rien d'intéressant. Julien seul, lisant des plans, écrivant, téléphonant, le second non plus. Mais au troisième, la lenteur du temps sembla s'épaissir. La vidéo montrait Julien assis à son bureau, concentré, jusqu'à ce que la porte s'ouvre et que Claudine entre. Elle portait une robe rouge trop élégante pour une visite impromptue. Elle se pencha sur son épaule, regarda l'écran, commenta quelque chose. Ils rirent. Élodie reconnut ce rire. Elle l'avait entendu derrière la porte. Claudine s'assit alors sur le bord du bureau, un peu trop proche. Julien la regarda longuement. Elle posa une main sur sa cuisse. Il ne la repoussa pas. Le silence devint insupportable. Puis, sans aucune précipitation, Claudine se glissa sur ses genoux. Ils échangèrent un regard qui n'avait rien d'innocent. Un baiser suivi, lent, intime, comme s'ils connaissaient déjà le goût de l'autre. Julien murmura quelque chose. Claudine caressa sa joue et répondit « Elle ne saura jamais ». Sa voix était un souffle, presque une promesse. Élodie mit pause. Son index resta suspendu au-dessus du pavé tactile pendant plusieurs secondes. Elle n'entendait plus rien autour d'elle, pas même le tic-tac de l'horloge du couloir. Elle resta là, le visage figé, le regard fixé sur l'image arrêtée, sa mère sur les genoux de son mari, un tableau grotesque de trahison familiale. Elle ferma l'ordinateur sans bruit, le rangea dans son sac et se leva. Elle marcha jusqu'à la salle de bain, se regarda longuement dans le miroir. Il n'y avait pas de larmes, juste un vide immense, une mer sans fond. Elle n'était pas en colère, pas encore. Ce qu'elle ressentait était plus ancien, plus enraciné. Une blessure de l'enfance, celle de ne jamais avoir été suffisante pour Claudine. Et voilà que cela revenait, déguisé sous la forme d'un adultère silencieux. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Elle fit sa valise avec une lenteur religieuse, choisissant peu de choses, 2 tenues confortables, son ordinateur, son carnet de notes, une clé USB contenant la vidéo. Elle écrivit un mot bref, pas une lettre d'adieu, juste une absence annoncée. Ne me cherchez pas, je reviendrai quand j'en aurai fini. Elle ne signa pas. À 5 heures du matin, elle ferma la porte derrière elle, descendit les escaliers sans un bruit et quitta Lyon. Elle ne prit pas la route directe vers chez son père, disparu depuis des années, ni vers une amie. Elle choisit Annecy, une ville assez éloignée pour qu'on ne pense pas à elle, assez petite pour s'y fondre sans se perdre. Elle y loua un studio modeste sous un faux nom, Claire Delmas, le nom d'un personnage de roman qu'elle avait aimé dans sa jeunesse. Dans le studio, elle installa son ordinateur, ses livres, ses silences. Elle ne contacta personne, coupa toutes ses lignes, téléphone, réseaux sociaux, e-mail. Elle devint un fantôme volontaire. Dans l'appartement déserté de Lyon, Julien trouva la lettre. Il tenta de la joindre, envoya des messages, appela Claudine. Celle-ci fit mine de ne rien comprendre. « Elle exagère toujours, dit-elle. Elle reviendra. » Mais au fond d'elle, Claudine savait que quelque chose avait basculé. Julien, lui, paniquait sans trop savoir quoi faire. Aucun d'eux ne comprenait vraiment ce qu'il s'était passé, car Élodie n'avait laissé aucun indice, aucun cri, aucune accusation. Pendant les jours suivants, elle regarda depuis son studio les montagnes s'élever au loin. Elle ne pleurait toujours pas, elle écrivait. Elle décrivait chaque détail de la trahison, non pas pour en faire un livre, mais pour garder trace. Elle écrivait les mots que personne n'entendrait. Elle se reconstruisait avec des phrases, des plans, des objectifs. Elle n'avait plus peur, elle n'était plus une femme blessée. Elle devenait une force tranquille, une tempête en gestation. Hantait tapis dans l'ombre, prête à jaillir. Mais cette fois, elle ne se contenterait pas de l'accueillir les bras ouverts.
Elle la confronterait, froide, lucide, sans hurler. Car désormais, Élodie avait cessé d'attendre des explications. Disparaître. Ce mot revenait dans la tête d'Élodie comme une litanie. Pas fuir, pas se cacher, mais disparaître comme un acte absolu, un refus total de continuer à exister dans le regard des autres. Ainsi, elle n'était plus Élodie Moreau, épouse trahie, fille déçue. Elle était Claire Delmas, inconnue parmi les anonymes, silhouette parmi les ombres. Le studio qu'elle avait loué donnait sur une ruelle calme, bordée de glycines. Il n'y avait ni tableau, ni miroir, ni objet personnel. Tout y respirait la neutralité. Le passé avait été laissé à la porte, comme un manteau souillé qu'on ne veut plus porter. Elle coupa toute connexion, supprima ses comptes de réseaux sociaux, détruisit ses cartes SIM, ouvrit un nouveau compte bancaire sous une fausse identité obtenue grâce à des connaissances administratives qu'elle n'avait jamais pensé utiliser. Elle ne contacta personne, pas même ses collègues de travail, pas même cet ami de longue date à qui elle racontait tout. Elle se détacha de tout ce qui pouvait la rattacher à son ancienne vie avec une précision chirurgicale. Ce n'était pas une fuite, c'était une renaissance. Julien tenta de la joindre à plusieurs reprises. Il appela les hôpitaux, les commissariats, contacta sa belle-mère qui, elle aussi, semblait perplexe. Claudine affirma avec aplomb à la police qu'Élodie était probablement partie pour se retrouver, minimisant la disparition comme un caprice d'enseignante, sensible. Mais au fond d'elle, une peur sourde grandissait. Elle fouilla les affaires de sa fille restées à l'appartement. Elle trouva des carnets de notes, mais rien qui trahisse une destination. Elle chercha des indices dans leurs échanges récents, repassant chaque mot, chaque regard. Julien, de son côté, oscilla entre inquiétude sincère et égoïsme blessé. Ce n'était pas tant l'absence d'Élodie qui le tourmentait, mais le fait qu'elle soit partie sans lui donner une chance de se justifier, de manipuler la version des faits à son avantage. À Annecy, Élodie observait tout de loin. Elle suivait les nouvelles via des forums anonymes, lisait des articles sur sa propre disparition qui commençaient à circuler timidement dans les médias locaux. Une professeure de littérature s'évapore sans explication. Elle gardait une trace de tout, les messages de Julien, les déclarations ambiguës de Claudine. Elle collectait les fragments, comme on collecte des preuves d'un crime silencieux. Chaque capture d'écran, chaque enregistrement était archivé dans un dossier crypté. Ce n'était pas de la paranoïa, c'était une préparation. Elle se fixait une routine stricte. Réveil à 7 heures, lecture pendant 2 heures, travail de rédaction l'après-midi, méditation le soir. Elle évitait les interactions inutiles, parlait peu, observait beaucoup. Elle se coupa même les cheveux, les teignit d'un brun plus sombre, et adopta un style vestimentaire qui tranchait radicalement avec l'ancienne Élodie. Pantalon large, lunettes discrètes, maquillage effacé. Claire Delmas était née, et elle n'avait rien d'une femme effondrée. Elle avait le calme inquiétant de celle qui ne compte plus sur personne. Elle trouva un emploi dans une petite librairie indépendante tenue par un couple de retraités, bienveillants qui ne posaient pas de questions. Là, elle retrouvait les livres comme des alliés silencieux. Elle classait les romans, conseillait les clients avec une voix douce et distante. Personne ne soupçonnait ce qui bouillait sous cette apparente tranquillité. Personne ne voyait la détermination qui animait ses gestes. La nuit, elle écrivait. Non pas un journal intime, mais un plan, une stratégie minutieuse. Elle listait les failles de Julien, les faiblesses de Claudine, les points de pression à exploiter. Elle étudiait des articles de psychologie comportementale, s'inscrivit à un cours en ligne sur les dynamiques de manipulation affective. Elle voulait comprendre leurs gestes, leurs motivations, non pour les pardonner, mais pour les dépasser. Elle refusait de leur offrir le luxe de l'oubli. Elle n'était pas une victime. Elle était l'architecte d'un retour. À mesure que les semaines passaient, elle traçait un plan d'attaque. Pas de confrontation directe, pas de scandale immédiat. Ce qu'elle préparait était plus lent, plus subtil et infiniment plus cruel. Elle voulait qu'ils se sentent observés, qu'ils doutent d'eux-mêmes, qu'ils se retournent dans leur lit la nuit, hantés par l'idée que quelqu'un sait. Elle voulait qu'ils expérimentent l'attente, le silence, la terreur douce de l'invisible. Elle savait que la clé résidait dans le contrôle du rythme. Ne pas précipiter, ne pas tout révéler d'un coup, laisser la suspicion s'installer comme une moisissure qui ronge lentement. Elle n'était plus cette femme qui attendait des explications. Elle était celle qui écrivait le scénario.
Elle était passée de spectatrice à marionnettiste. Un jour, alors qu'elle fermait la librairie après une journée particulièrement calme, elle se regarda dans la vitrine. Elle ne vit pas clair. Elle vit une femme droite, le regard limpide, sans tremblement. Elle réalisa qu'elle ne voulait plus revenir à l'ancienne vie. Elle ne voulait pas se réconcilier. Elle ne voulait pas comprendre. Elle voulait que ça fasse mal. Mais pas comme elle avait eu mal. Elle voulait que ça dure, que ça creuse, que ça marque à jamais. Le nom Claire Delmas avait fini par s'inscrire dans le carnet de commande de la petite librairie, sur les étiquettes de paquets réservés et dans les salutations des clients réguliers. Dans cette identité neuve, Élodie s'éteignait sans douleur, comme une peau morte qu'on laisse derrière. Elle ne corrigeait plus les erreurs des autres. Elle les observait. Elle apprenait. Ses gestes étaient devenus plus précis, ses mots plus rares. Elle pesait chaque phrase, chaque regard. Le matin, elle préparait son thé en silence, allumait une bougie et passait 10 minutes en méditation immobile. C'était son rituel. Non pas pour apaiser l'angoisse, elle n'en avait plus, mais pour renforcer la clarté de son esprit. Elle se levait chaque jour avec une idée fixe. Façonner une version d'elle-même qui ne serait plus vulnérable à l'amour, ni à la loyauté mal placée. Les livres l'aidaient à tenir la ligne. Pas ceux qu'elle lisait autrefois par plaisir esthétique, mais ceux qu'elle sélectionnait désormais avec intention, manuels de manipulation sociale, récits de vengeance silencieuse, biographies de femmes invisibilisées qui avaient brisé leur chaîne par la finesse et la patience. Elle écrivait aussi. Pas de fiction, pas encore, des notes, des observations. Elle décortiquait les souvenirs récents, analysait les comportements de Julien, les intonations de Claudine, les dynamiques sous-jacentes des repas familiaux qu'elle avait autrefois endurés sans comprendre. Elle commença à reconstituer son passé comme une enquête. Date, incident, silence suspect. Elle relisait des messages anciens avec des yeux neufs. Ce qui lui paraissait autrefois anodin devenait désormais un indice. Les « je travaille » tard de Julien. Les « tu devrais te maquiller un peu plus » de Claudine, les regards échangés à sa gauche lors de dîner. Elle ne se jugeait pas pour n'avoir rien vu plus tôt. Elle transformait cette ignorance passée en stratégie. Elle s'inscrivit sous pseudonyme à un cours en ligne de psychologie comportementale. L'université était basée en Belgique, le programme entièrement virtuel. Les modules couvraient la dynamique des couples dysfonctionnels, les mécanismes du narcissisme et les structures de l'emprise affective. Élodie prenait des notes avec une discipline de chercheuse. Ce n'était pas une thérapie, c'était un entraînement. Le soir, après avoir rangé la librairie, elle passait de longues heures sur son ordinateur. Elle mit en place des profils fictifs, identités inventées, parcours cohérents, visages générés par intelligence artificielle. L'un de ces profils était celui d'une étudiante en architecture passionnée par les travaux de Julien. Elle prit soin de construire un personnage crédible. Publication sur le design urbain, interaction avec d'autres professionnels, goût affirmé pour l'esthétique contemporaine. Elle baptisa cette création Lucie Rimbaud. Lucie avait 26 ans, vivait à Toulouse, admirait les projets de Julien depuis ses années d'études. Elle avait découvert son travail grâce à une interview sur une plateforme spécialisée. Lucie entra doucement dans l'univers numérique de Julien. Un like par-ci, un commentaire pertinent sur un de ses croquis, une question sur une maquette. Julien mit quelques jours à répondre. Il restait poli, distant. Puis, peu à peu, la curiosité prit le dessus. Il engagea la conversation. Claire, Élodie, régulait ses réponses avec une maîtrise parfaite. Ni trop disponible, ni trop distante. Toujours flatteuse mais technique, toujours charmante mais respectueuse. Elle traçait une ligne invisible entre séduction intellectuelle et admiration professionnelle. Pendant ce temps, Claudine commençait à montrer des signes d'agitation. Élodie suivait ses activités grâce à une alerte sur son nom dans les moteurs de recherche. Elle constata une baisse de présence publique. Moins de mentions dans les colonnes culturelles, moins de photos dans les événements sociaux. Il y avait eu une soirée caritative à laquelle Claudine n'était pas apparue, chose impensable 6 mois auparavant. L'ombre d'un malaise commençait à s'étendre. Mais Élodie ne précipitait rien. Chaque fragment de sa nouvelle vie devait s'imbriquer sans faille. Elle développa une seconde identité numérique, cette fois pour interagir indirectement avec Claudine, via un compte anonyme qui relayait des citations, des images,
des souvenirs anciens. Toujours avec une touche d'ambiguïté. Elle envoyait parfois un message privé à Claudine contenant une phrase simple sans signature « Je te regarde encore ». Ou bien « Elle ne savait pas, mais elle sentait ». Ces messages étaient soigneusement rédigés pour éveiller l'inquiétude, sans provoquer une réaction immédiate. Claudine ne répondait jamais, mais elle lisait. Élodie le savait. Ce n'était pas une vengeance brutale, c'était une déconstruction, une lente désintégration de la certitude que ces deux personnes avaient construite autour d'eux, celle d'avoir agi dans l'impunité. Élodie voulait que le doute s'insinue partout, dans chaque silence, dans chaque regard, dans chaque nuit d'insomnie. Elle voulait qu'ils sentent ce qu'elle avait ressenti. Pas la douleur brute, mais cette incertitude qui ronge, cette impression d'être observée sans savoir d'où vient le regard. Dans son carnet, elle écrivit un soir « Ils ont pris sans demander. J'ai disparu sans prévenir, c'est équitable. » La construction de Lucie Rimbaud était achevée. Ce n'était plus seulement un profil, c'était une présence numérique crédible, cohérente, parfaitement intégrée à son environnement. Élodie y avait mis des semaines de travail, ajustant chaque détail avec la précision d'un maître d'échecs. Le ton des publications, les centres d'intérêt, les horaires de connexion, tout était conçu pour susciter la confiance, pour séduire sans alerter. Lucie ne cherchait pas Julien. C'était Julien qui lentement s'était mis à chercher Lucie. Ils échangèrent pendant plusieurs semaines sur des sujets professionnels. Elle commentait ses projets, lui posait des questions, partageait des liens vers des articles sur l'urbanisme. Il répondit avec une retenue élégante. Puis un jour, ce fut lui qui envoya un message en premier. Une remarque sur une publication, une réflexion plus personnelle. Élodie ne répondit pas tout de suite. Elle laissa passer 2 jours. La tension s'installa. Lorsqu'elle répondit, c'était avec humour, presque de manière désinvolte. Julien mordit à l'hameçon sans le savoir. Les conversations devinrent plus régulières. Il partagea ses propres doutes sur le métier, parla de fatigue, de tensions personnelles. Lucie répondit avec compassion, sans insistance. Elle se montra disponible, mais jamais intrusive. Elle glissa quelques compliments. Il répondit par des sous-entendus. Elle l'encouragea à prendre du recul, à penser à lui. Il finit par proposer un appel, sous prétexte de lui expliquer un concept architectural complexe. Elle déclina poliment, arguant d'une mauvaise connexion, mais proposa un rendez-vous à Paris lors d'une exposition sur Le Corbusier. Il accepta immédiatement. Le rendez-vous fut fixé pour un samedi après-midi, dans un café discret du 7e arrondissement. Julien avait réservé sa place de train, envoyé la confirmation à Lucie. Il avait pris soin de se raser de près, de choisir une chemise élégante. Ce jour-là, Élodie se trouvait déjà à Paris. Elle n'avait pas réservé de table. Elle n'avait pas prévu de se montrer. Son but n'était pas de le confronter, mais de le voir, de le regarder attendre une femme qui n'existait pas. De voir dans ses gestes le désir, l'impatience, la fragilité. Elle s'installa dans un café en face, protégée par des lunettes de soleil et un chapeau. Elle le vit arriver à l'heure exacte, chercher Lucie du regard, consulter son téléphone, envoyer un message. Elle vit l'ennui s'installer, l'inquiétude, la frustration. Il resta plus d'1 heure, puis il partit, visiblement agacé. Le soir même, Lucie envoya un message d'excuse. « Un imprévu personnel, je suis vraiment désolé. Peut-on reprogrammer ?» Julien répondit après 20 minutes. « Ce n'est pas grave. J'espère que tout va bien. » Il était accroché. Élodie enregistra chaque mouvement, chaque mot. Ce n'était pas la simple joie de le voir perdre patience. C'était l'observation clinique d'un homme pris dans un piège qu'il ne voyait même pas. Julien, d'ordinaire si réservé, si organisé, se laissait guider par un appât construit de toutes pièces. Il s'ouvrait, se fragilisait, croyant dominer une situation dont il n'avait aucune conscience. En parallèle, Élodie intensifia sa pression sur Claudine. Les messages anonymes se firent plus fréquents, plus incisifs. Des extraits de conversations intimes lui parvenaient dans des enveloppes brunes. Une citation du fameux enregistrement « Elle ne saura jamais ». Claudine, au début, tenta de rationaliser. Elle crut à une coïncidence. Puis elle soupçonna Julien. Ils eurent une dispute, discrète mais violente, que les voisins de Claudine évoquèrent plus tard dans un forum local. Claudine, autrefois si sûre d'elle, commença à annuler ses sorties, déclina des invitations, se fit plus rare dans les événements culturels. Elle sentait la présence d'une menace sans visage, sans voix, mais implacable,
Élodie, elle, écrivait. Chaque événement nourrissait son dossier, chaque réaction alimentait son plan. Elle commença à formuler de manière structurée les étapes suivantes. Il ne s'agissait plus seulement de les désorienter, il s'agissait de les démonter pièce par pièce. Leur image, leur réputation, leur équilibre. Pas en un coup, mais lentement, comme on vide un verre d'eau, goutte à goutte. Julien continua à parler à Lucie. Il proposa un deuxième rendez-vous. Cette fois à Lyon. Il avança même l'idée d'un dîner. Lucie accepta. L'adresse choisie, un restaurant discret, pas loin de son bureau. Le soir du rendez-vous, Julien arriva à l'heure. Lucie n'apparut pas, mais un inconnu vint le voir, lui remit une enveloppe. À l'intérieur, une photo imprimée, celle du baiser avec Claudine, tirée de l'enregistrement. Julien pâlit. Le serveur raconta plus tard à un client régulier que l'homme était resté figé un long moment avant de sortir précipitamment, l'enveloppe serrée contre lui. Ce soir-là, Élodie ne l'observa pas. Elle savait déjà ce qu'il ressentirait. Ce n'était plus nécessaire. Elle rentra à Annecy et se prépara pour la suite. Le masque de Julien avait commencé à se fissurer. Claudine, de son côté, ne savait plus à qui faire confiance. Élodie avait atteint son objectif initial, l'instabilité. Mais ce n'était qu'un prélude. Le silence avait été son armure. À présent, il devenait son arme. Élodie, ou plutôt Claire dans son quotidien d'Annecy, observait la lente désintégration de Julien et Claudine avec la précision d'une horlogère. Elle n'avait plus besoin d'intervenir directement. Le poison avait été inoculé, et il agissait désormais de l'intérieur. Chaque nouvelle tension, chaque soupçon entre eux était comme un fruit mûr tombant d'un arbre qu'elle n'avait eu qu'à secouer légèrement. Elle savait que les dégâts vraiment durables ne venaient pas des grandes confrontations, mais des petites fissures qui, à force de s'étendre, faisaient s'effondrer des mondes entiers. Elle envoya la première salve ciblée avec une précision chirurgicale. Une enveloppe anonyme, glissée discrètement dans la boîte aux lettres du cabinet d'architecture où Julien travaillait. À l'intérieur, une clé USB. Elle contenait un seul fichier, le fameux enregistrement du baiser entre Julien et Claudine, compressé en haute qualité, avec un petit encadré discret affichant la date et l'heure en bas de l'image. Aucun commentaire, aucune menace. Juste l'image nue, insoutenable, d'un acte dont le simple visionnage détruisait toute défense morale. Le supérieur de Julien était un homme réputé strict mais loyal. Il regarda la vidéo, puis convoqua Julien le lendemain matin. La conversation, selon des sources internes, fut brève et glaciale. Julien tenta d'expliquer, de minimiser. Il évoqua une erreur de jugement, un moment d'égarement personnel hors du cadre professionnel. Mais l'image avait déjà fait le tour du bureau. L'équipe, majoritairement féminine, était outrée. Le cabinet gérait des projets liés à la préservation du patrimoine culturel. Cette trahison personnelle devenait, aux yeux de certains, une faute éthique. Julien fut suspendu temporairement en attendant évaluation des faits. Il rentra chez lui vidé. Claudine, de son côté, continuait de recevoir des messages anonymes. Cette fois, les messages prenaient la forme de citations extraites de ses propres paroles dans la vidéo, collées sur son miroir de salle de bain, déposées dans sa boîte aux lettres, glissées entre les pages de ses livres. Toujours la même. Phrase : elle ne saura jamais. Elle tenta d'en parler à Julien, mais celui-ci, déjà consumé par ses problèmes professionnels, l'accusa à demi-mot d'avoir tout déclenché. « Tu es allé trop loin », lui lança-t-il un soir après un dîner silencieux. Elle le regarda choquée. « Tu crois que c'est moi ?» Le doute s'installa, un doute cruel, corrosif. Claudine commença à penser que Julien pouvait être derrière tout cela. Julien, lui, commença à se demander si Claudine ne jouait pas un double jeu. Ils se méfiaient désormais l'un de l'autre, comme deux conspirateurs ayant trop bien réussi leur coup et qui redoutent d'être trahis. À leur tour, ils cessèrent de se voir aussi souvent. Les échanges devinrent froids, ponctués de silences accusateurs. La complicité avait disparu. Il ne restait que la paranoïa. Pendant ce temps, Élodie écrivait. Elle documentait chaque étape, chaque réaction. Elle construisait un tableau, ligne par ligne, dans un fichier intitulé « Déconstruction ». Elle y listait les conséquences de chaque action, les modifications de comportement observées, les nouvelles failles apparues. C'était méthodique, presque scientifique. Elle ne jouait pas avec leurs émotions, elle les analysait. Elle ne ressentait ni joie ni remords,
seulement une forme d'équilibre, une réparation discrète de la violence qu'il lui avait infligée. Il n'y avait pas de sang, pas de cris. Mais la destruction était réelle, mesurable, inévitable. C'était une guerre sans champ de bataille, menée dans le silence des appartements, dans l'espace invisible des pensées nocturnes. Elle intensifia légèrement la pression. Une copie papier de la scène du baiser fut glissée dans le courrier, personnel du doyen de la faculté, où Claudine donnait encore, de temps à autre, des conférences sur l'éthique de l'expression artistique. La conséquence ne se fit pas attendre. Son prochain événement fut annulé sans explication officielle. Claudine commença à appeler des amis pour comprendre, mais personne ne répondait clairement. Les regards s'étaient faits plus distants, les conversations plus courtes. À Lyon, les rumeurs circulaient à bas bruit. Tu sais, l'histoire de la prof disparue, on raconte des choses. Le nom d'Élodie n'était jamais dit, mais tout le monde savait. L'absence devenait une légende, une énigme. Plus elle restait invisible, plus sa présence s'imposait. C'était le paradoxe qu'elle avait toujours voulu créer, faire du silence un cri. Julien tenta une dernière approche avec Lucie. Il proposa un séjour professionnel à Marseille, une sorte de rencontre opportuniste durant une conférence d'urbanisme. Lucie répondit poliment qu'elle n'était pas disponible, mais qu'elle serait ravie de continuer à échanger virtuellement. Julien insista. Lucie ne répondit plus. La frustration devint colère. Il essaya de retrouver sa trace numérique, mais tout était verrouillé, sécurisé. Il ne savait plus s'il avait rêvé cette relation. Le doute, toujours le doute. Élodie sentit que le moment approchait, pas celui de revenir, mais celui de frapper un peu plus fort. Claudine Moreau préparait une exposition de bienfaisance au Musée des Tissus de Lyon. Ce genre d'événement, elle en avait organisé des dizaines. C'était son terrain naturel, salons éclairés à la lumière tamisée, conversations feutrées, coupes de champagne à la main. Ce soir-là, elle s'était maquillée avec soin, optant pour une robe noire à col haut et un collier en argent qu'Élodie lui avait offert il y a des années. Elle ne savait pas pourquoi elle l'avait choisi. Peut-être une tentative inconsciente, de se raccrocher à quelque chose de sincère, de passé. La salle était remplie, comme toujours. Des visages connus, quelques journalistes culturels, des mécènes en quête de reconnaissance. Claudine circulait lentement entre les toiles exposées, souriante, saluant les invités avec cette grâce qu'elle savait feindre à la perfection. Mais sous son calme apparent, une tension constante pulsait. Depuis des semaines, elle vivait sous pression. Les messages anonymes, les photos, les citations. Elle n'en parlait plus à Julien qu'elle voyait rarement, mais l'ombre d'Élodie planait sur chacun de ses gestes. Et ce soir-là, elle la vit. Du coin de l'œil, un visage. Fugace, mais impossible à confondre. Élodie. Les cheveux plus courts, le teint plus mat, un maquillage discret. Mais c'était elle. Claudine se retourna brusquement, manqua de faire tomber sa coupe. Elle balaya la foule du regard. Rien, le visage avait disparu. Elle traversa la salle, poussa une porte menant à un petit couloir latéral. Vide. Elle ouvrit. Une issue vers la rue. Personne. Elle resta un instant dehors, respirant l'air froid, le cœur battant. Avait-elle halluciné? Était-ce possible? Puis elle retourna à l'intérieur, tentant de retrouver contenance. Mais quelque chose en elle avait craqué. Le miroir s'était brisé, même si personne ne le voyait. 1 heure plus tard, en sortant de l'événement, Claudine trouva une boîte noire posée sur le siège de sa voiture. Aucun mot, aucun nom. Elle la prit, la posa sur ses genoux. Elle resta là un long moment, les doigts immobiles sur le carton. Puis, elle l'ouvrit. À l'intérieur, un tirage papier de l'enregistrement du bureau, en noir et blanc. L'image était floue mais reconnaissable. Elle sur les genoux de Julien, son baiser, son sourire, et attaché par un ruban noir, un petit billet manuscrit. « Tu as souri le jour où tu m'as détruite. Maintenant, c'est mon tour. » Claudine resta figée, puis elle referma la boîte, lentement. Ce n'était plus un doute, c'était une confirmation. Élodie était là, elle les voyait, elle agissait, et elle ne leur laisserait aucun répit. Pendant ce temps, Élodie, Claire, avait déjà quitté les lieux. Elle avait observé l'exposition à travers les vitres, assise dans un taxi garé à une rue de distance. Elle avait vu Claudine, nerveuse, tourner la tête comme une bête traquée. Elle n'avait pas souri. Ce n'était pas une victoire, c'était une étape. Une pièce de plus dans le jeu de miroir qu'elle avait mis en place. À chaque reflet, Claudine se voyait un peu moins sûre d'elle,
un peu plus vieille, un peu plus seule. Le lendemain, Claudine tenta de joindre Julien, pas pour le prévenir, mais pour comprendre. Il ne répondit pas. Il n'avait pas dormi chez lui. Il ne dormait presque plus. L'incertitude le rongeait. Qui avait vu cette vidéo? Qui savait? Était-ce lié à ses déboires professionnels, à sa suspension, ou à cette Lucie Rimbaud soudainement disparue du paysage numérique? Il ne comprenait plus rien. Et plus il cherchait à recoller les morceaux, plus tout lui échappait. Claudine, de son côté, décida de se taire. Elle comprenait enfin. Élodie n'était pas partie parce qu'elle ne supportait pas la trahison. Elle était partie pour punir. Et elle n'était pas revenue pour discuter. Elle était revenue pour montrer qu'elle avait vu, qu'elle avait compris, qu'elle contrôlait désormais le récit. Quelques jours plus tard, Claudine reçut un colis chez elle, une boîte de livres. À l'intérieur, des exemplaires d'ouvrages sur la manipulation émotionnelle, les relations toxiques, la perversion narcissique, tous marqués d'une étiquette, à relire d'urgence. Aucun expéditeur, mais elle savait. Dans un moment de désespoir, elle tenta de joindre Élodie. Elle appela l'ancien numéro, laissa un message. Elle parla lentement, avec une voix qu'elle voulait apaiser. « Je comprends, tu es en colère, mais nous devons parler, je veux te voir. » Puis elle raccrocha. Élodie écouta ce message 2 fois, puis elle l'effaça. Elle ne voulait pas parler. Elle ne voulait pas entendre de justification. Ce qui avait été brisé n'était pas une relation mère-fille. C'était la base même de sa perception du monde, de la loyauté, du respect. Elle n'attendait plus rien. Elle n'espérait plus rien. Le jeu de miroir avait une seule règle. Plus ils cherchèrent leur reflet dans ce qu'ils avaient été, plus ils verraient ce qu'elle était devenue. Le bureau de Julien, autrefois épuré, ordonné et lumineux, était devenu une pièce où s'amoncelaient des plans inachevés, des maquettes cassées et des enveloppes ouvertes à moitié. Suspendu de ses fonctions, marginalisé par ses collègues, il vivait dans une attente constante, une tension floue qui ne disait jamais son nom, mais qui habitait chaque silence. Il ne sortait presque plus. Il mangeait peu. Son téléphone restait à portée de main, même la nuit. Mais il ne recevait rien. Claudine, de son côté, s'était repliée dans son appartement décoré avec excès, où les miroirs ne renvoyaient plus rien d'autre que le vide d'un vernis qui craquait. Les messages anonymes avaient ses sados. Mais c'était pire, car le silence désormais régnant était d'un poids insoutenable. Elle ne savait pas si c'était fini ou si une autre vague allait venir. Elle n'osait plus ouvrir sa boîte aux lettres sans appréhension. Elle évitait les rendez-vous publics, les entrevues, les anciennes amies qui demandaient « Et ta fille, tu as des nouvelles ?» La rupture entre Julien et Claudine n'eut pas de cri ni de scandale. Ce fut un effondrement en 2 temps, une usure lente du mensonge partagé. Julien ne lui répondait plus. Claudine, dans un dernier geste de contrôle, vint sonner chez lui un matin. Il ouvrit, torse nu, cernes marquées, les cheveux en désordre. Il ne la fit pas entrer. Elle dit simplement « Elle va nous détruire ». Il répondit sans émotion « Elle a déjà commencé ». Puis il referma la porte. Il n'y eut plus de suite. Les semaines suivantes virent la rumeur se répandre dans les milieux culturels de Lyon. Le nom de Claudine n'apparaissait plus dans les programmes. On apprenait par murmure qu'elle avait vendu son appartement. Certains disaient qu'elle partait pour la côte basque. D'autres parlèrent de retraite anticipée, de problèmes de santé. Aucun n'évoquait la véritable cause. Mais tous savaient qu'elle n'était plus ce qu'elle avait été. Le mythe s'éteignait. Julien, lui, déménagea discrètement à Bordeaux. Il coupa les ponts avec son ancien cabinet, tenta de relancer son activité comme consultant indépendant, mais les sollicitations restaient rares. Il ne parlait à personne de son passé. Il effaçait peu à peu les traces de son ancienne vie. Mais les ombres restaient. Il rêvait parfois de Lucie, de cette femme virtuelle qu'il n'avait jamais touchée, mais à qui il avait tant dit. Il s'interrogeait encore. Qui était-elle? Que savait-elle? Était-ce Élodie? Était-ce une mise en scène? Il n'avait jamais su, et cela le rongeait. Dans les rues de Lyon, parfois, des passants évoquaient l'affaire Moreau comme un fait divers étrange. Tu te souviens de cette prof qui a disparu? Il paraît qu'elle était malade. Moi, on m'a dit que c'était un suicide. Personne ne savait, mais tout le monde spéculait. Et plus le silence durait, plus la légende grandissait. Élodie devenait un fantôme public, une femme à la fois absente et omniprésente. Elle avait cessé d'exister,
Mais son absence dessinait une présence plus forte que jamais. Elle, de son côté, suivait tout. Elle ne répondait à rien, ne commentait rien. Elle observait en silence les conséquences. Ce n'était pas de la vengeance, c'était de la restitution. Elle ne détruisait pas, elle dévoilait, elle n'inventait rien. Elle montrait simplement ce qui avait toujours été là, dissimulé sous les vernis des convenances. Elle ne voulait plus les voir souffrir. Elle voulait qu'ils existent dans cette douleur, qu'ils y trouvent leur propre reflet. Julien seul, sans carrière, sans admiration. Claudine sans scène, sans miroir, sans public. Tous deux prisonniers, d'un acte qu'ils avaient commis, sans imaginer qu'il aurait une suite. Ils avaient cru à l'impunité, à la force de l'oubli, à la lâcheté de ceux qui se taisent. Mais Élodie avait choisi une autre voie. Elle avait fait du silence une stratégie et de sa disparition une arme. Dans son appartement d'Aix-en-Provence, elle regardait les montagnes au loin. Elle ne pleurait jamais. Elle écrivait encore. Elle relisait ses carnets, ses plans, ses descriptions. Elle savait que tout avait fonctionné, mieux que prévu, non parce qu'ils avaient été brisés, mais parce qu'ils n'avaient jamais vu venir ce qui les a détruits, car la pire douleur est celle qui ne trouve aucun coupable, aucune réplique, aucune fin. Le tribunal de grande instance de Lyon n'était ni solennel ni menaçant. Ses couloirs sentaient l'humidité et le papier usé, et les bancs de la salle d'audience ressemblaient davantage à ceux d'une vieille école primaire qu'à ceux d'un lieu de justice. Julien s'y présenta un jeudi matin, vêtu d'un costume gris un peu trop large, visiblement repassé à la hâte. Son regard fuyait celui des autres, son allure oscillait entre la fatigue chronique et l'inquiétude contenue. Il ne savait pas à quoi s'attendre. L'intimation à comparaître était venue par courrier froide officiel, sans mot personnel, juste un nom en tête. Élodie Moreau. Ce nom, il ne l'avait plus prononcé depuis des mois. Il y pensait. Chaque jour, bien sûr, mais toujours en silence, comme une honte intime qu'on cache sous une couche de quotidien mal simulé. Il était arrivé à l'heure, s'était assis au fond de la salle. Son avocat, jeune et nerveux, griffonnait sur un bloc sans le regarder. Julien fixait la porte attendant qu'elle s'ouvre. Il espérait qu'elle soit là, qu'elle vienne au moins le voir, lui parler. Une part de lui rêvait encore d'une explication, une parole, une faille. Elle entra sans bruit. Élodie, ou plutôt la femme qu'elle était devenue, franchit la porte comme une brise froide. Elle portait une robe bleu nuit, sobre, élégante. Ses cheveux étaient coupés courts, son visage marqué par la détermination. Il lui fallut quelques secondes pour que tous dans la pièce comprennent qu'elle était celle qu'on attendait. Julien se leva par réflexe. Elle ne le regarda pas. Elle s'assit calmement, sortit un petit dossier de son sac, le posa sur la table devant elle. L'audience débuta. Le juge, un homme d'une cinquantaine d'années à la voix monocorde, lut les éléments du dossier. Demande de divorce, séparation des biens, pension compensatoire. Rien de surprenant sur le plan juridique. Mais la surprise vint lorsqu'Élodie se leva, sans attendre l'invitation du juge, et s'approcha calmement du bureau. Elle tendit au greffier une clé USB. « Ceci contient un élément que je souhaite verser au dossier », dit-elle simplement. Le juge leva les yeux, interrogeant son avocat. Ce dernier acquiesça. Le fichier fut projeté sur un écran latéral, à la demande expresse de la plaignante. La vidéo se lança. La même, celle du bureau. Le baiser. La voix de Claudine. Elle ne saura jamais. L'image était nette, le son limpide. Julien devint livide. Il tenta de détourner le regard, mais c'était inutile. Il savait que cette vidéo avait déjà circulé. Mais ici, dans ce contexte, elle prenait un poids différent. Elle devenait une preuve. Une mise à nu, un acte d'accusation irréfutable. Le silence dans la salle était absolu. Le juge ne dit rien pendant de longues secondes après la fin de la vidéo. Il consulta le dossier, regarda Julien, puis Élodie. Elle, impassible, observait les murs. Julien tenta de parler. Il bredouilla « Ce n'est pas ce que vous croyez. Ce moment, c'était une erreur, une faiblesse. » Mais sa voix s'éteignit. Le juge annonça une suspension de séance. Dans le couloir, Julien tenta de l'approcher. Elle le vit venir. Elle ne recula pas. Elle ne l'évita pas. Elle attendit. Il s'arrêta à 1 mètre d'elle. « Je suis désolé, » dit-il, la voix brisée. « Tu ne comprends pas ce qui s'est passé, je... » Elle le coupa, calmement. « Je comprends très bien. C'est toi qui n'as jamais compris. »
Elle plongea son regard dans le sien. Il y lut une distance inhumaine. Pas de haine, pas d'amour, rien. Tu crois que c'est toi qui m'as trahi, mais tu n'étais que la suite logique. La vraie trahison, c'est elle. Il ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Elle poursuivit. Julien, tu as été une erreur, ma mère a été une leçon. Puis elle tourna les talons, retourna dans la salle d'audience, s'assit à sa place. Julien resta figé. Son avocat lui posa une main sur l'épaule, lui murmura « quelque chose ». Il ne répondit pas. Le jugement fut rendu sans difficulté. Divorce prononcé. Aucun droit réclamé par Élodie sur les biens de Julien. Pas de pension, pas de réconciliation. Juste une coupure nette, légale, froide. Le juge conclut avec une phrase neutre. L'audience est levée. À la sortie, Claudine attendait. Elle n'était pas venue assister à l'audience. Elle n'en avait pas eu le courage. Mais elle espérait encore pouvoir lui parler. Quand Élodie la vit, elle s'arrêta. Claudine tenta un sourire. « Je ne voulais pas que ça se termine ainsi. Je t'aimais, Élodie. D'une façon maladroite, mais je t'aimais. » Élodie s'approcha. Elle la regarda droit dans les yeux. Puis elle dit à voix basse, avec une clarté glaçante, « Tu as été ma première trahison. Julien n'a fait que continuer ce que tu avais commencé. » Claudine blêmit. Élodie la contourna sans se retourner. Elle marcha jusqu'au bout du couloir, ouvrit la porte et sortit dans la lumière du matin. Julien Morel quitta Lyon moins de 2 semaines après l'audience. Aucun message, aucun adieu. Il fit ses cartons en silence de nuit, engageant une petite entreprise de déménagement qui récupéra les meubles restants et quelques effets personnels. Il n'avait plus d'amis proches dans la ville, plus de carrière active, plus d'images à préserver. L'homme qu'il avait été, l'architecte respecté, le mari cultivé, s'était effacé lentement, sans fracas, comme une peinture qui s'écaille jusqu'à ne laisser qu'un mur nu. Il s'installa à Bordeaux dans un quartier résidentiel sans histoire. Un appartement meublé, impersonnel, où les murs semblaient lui rappeler chaque jour qu'il n'était plus chez lui nulle part. Il tenta pendant un temps de relancer son activité, ouvrit un nouveau site, contacta d'anciens partenaires. Mais les réponses furent rares, distantes, toujours polies, jamais engageantes. La réputation avait glissé entre les interstices. L'affaire n'avait jamais été rendue publique de manière explicite, mais le bouche à oreille avait suffi. Le respect s'était dissous. Julien vivait seul. Il faisait de longues marches sans but, traînait dans les librairies sans rien. Acheté, s'asseyait dans les cafés où personne ne le reconnaissait. Il pensait parfois à Élodie. Pas avec haine, pas avec regret non plus, mais avec une sorte d'acceptation douloureuse. Il comprenait maintenant. Trop tard, certes, mais clairement. Ce qu'elle avait fait n'était pas une vengeance, c'était une libération, sa manière à elle de récupérer le pouvoir qu'on lui avait arraché sans bruit au fil des années. Il rêvait souvent d'elle, pas de leur vie commune, mais d'elle seule, debout face à lui dans ce tribunal, droite comme une épée, le regard tranchant comme la vérité. Il se réveillait en sursaut, puis passait le reste de la nuit à fixer le plafond. Son nouveau médecin lui prescrivit des somnifères. Il les prenait rarement. Il préférait rester éveillé, souffrir éveillé. Claudine, elle, quitta également Lyon. La vente de son appartement fut rapide, discrète. Elle disparut des colonnes culturelles, cessa toute participation publique. Les journalistes qui tentèrent de la joindre reçurent des réponses vagues, parfois aucune. Certains disaient qu'elle s'était retirée dans une petite maison près de Saint-Raphaël. D'autres parlaient d'un départ à l'étranger. Mais personne ne savait avec certitude. Sa disparition fut moins remarquée que celle de sa fille, mais tout aussi définitive. Elle laissa derrière elle une réputation en lambeaux. Les cercles qu'elle avait autrefois dominés par son charme et son intelligence la rejetèrent sans éclat. Elle n'avait pas été dénoncée, elle n'avait pas été jugée, mais elle avait été vue. Et cette visibilité nouvelle, impitoyable, l'avait vidée de sa puissance. Claudine, elle aussi, pensait à Élodie. Elle revivait sans cesse cette phrase dite dans le couloir du tribunal. « Tu as été ma première trahison ». Elle ne savait pas quoi en faire. Elle la ruminait, tentait de la déconstruire, d'en contester la logique. Mais aucune interprétation ne la sauvait. Elle savait au fond qu'Élodie avait raison. Elle avait été cette mère fascinante, trop brillante, trop présente, trop blessante. Elle l'avait éclipsée, corrigée, diminuée. Puis elle avait pris ce qui restait, son mari. Elle s'était crue au-dessus des conséquences. Elle s'était crue invincible. Elle s'était trompée.
À Aix-en-Provence, Élodie poursuivait sa nouvelle vie. Son nom ne figurait nulle part. Pas de réseaux sociaux, pas de publications officielles. Elle vivait dans une petite maison aux volets bleus, à l'écart du centre, entourée de silence et de lumière douce. Elle avait trouvé un équilibre fragile, mais réel. Elle travaillait comme intervenante ponctuelle dans des cercles de soutien pour femmes victimes de manipulations affectives. Elle ne racontait pas son histoire. Elle écoutait, guidait, aidait à comprendre. Les participantes la regardaient avec respect, parfois avec admiration. Elle ne parlait pas beaucoup, mais quand elle parlait, ses mots avaient la justesse d'une lame. Elle ne se positionnait jamais en exemple, juste en témoin, un témoin lucide de ce que signifie survivre sans crier. Elle écrivait aussi. Un livre en silence, pas une autobiographie. Un récit sur les mères, sur les transmissions invisibles, sur les blessures reçues par amour et tues par loyauté. Elle ne cherchait pas à dénoncer, elle voulait comprendre, rendre visible l'indicible, nommer ce qui, longtemps, n'avait pas eu de nom. Ce que les autres appelaient disparition n'était pas pour elle une absence. C'était une naissance. Elle n'avait pas disparu. Elle s'était retirée du regard de ceux qui l'avaient blessée pour se redonner à elle-même. Et ceux qu'elle avait laissés derrière, ceux qui croyaient encore à l'oubli, apprenaient désormais que certaines absences hurlent plus fort que toutes les présences. La maison qu'Élodie avait achetée à Aix-en-Provence était modeste. 2 pièces, un petit jardin envahi par les herbes folles, une clôture de bois pâlie par le soleil. Elle l'avait choisie pour son orientation. Les fenêtres du salon laissaient entrer la lumière dès 8 heures du matin, et les après-midi baignaient la cuisine d'un éclat doré. Il n'y avait pas de bruit de circulation, pas de voisins. Curieux, le silence y avait la texture d'un tissu dense, réconfortant. Elle n'avait pas de meubles luxueux, juste ce qu'il fallait. Une table de bois brut, des chaises sans prétention, un lit propre, des étagères pour ses livres. Chaque objet avait été choisi avec soin, avec une forme de lenteur nouvelle. Rien n'était laissé au hasard, mais rien n'avait non plus besoin de se montrer. La maison était un espace de réparation, non d'apparence. Elle ne recevait personne, ne racontait rien à personne, et cela lui suffisait. Chaque matin, elle marchait jusqu'à la place du marché. Elle achetait du pain, parfois des fleurs, souvent des livres anciens que des bouquinistes vendaient sur des stands pliants. Elle saluait les commerçants, mais n'engageait jamais la conversation. Son visage, calme et fermé, disait assez clairement que la politesse suffisait. Elle était connue sans être identifiée, vue sans être observée. Elle s'était fondue dans un anonymat choisi, doux, nécessaire. Le soir, elle lisait, écrivait ou se promenait dans les ruelles désertes. Parfois, elle s'asseyait sur un banc en pierre, face aux collines. Elle observait les changements subtils de lumière sur les toits rouges, les variations de vent dans les cyprès. Il n'y avait plus d'urgence, plus de plan, plus de mission. Elle n'attendait rien. Elle vivait. Elle ne repensait pas souvent à Julien, pas comme un homme, plutôt comme à un écho lointain d'une vie antérieure, un élément du décor, d'une époque révolue. Elle ne ressentait ni colère ni nostalgie. Il faisait simplement partie du passé, comme un ancien vêtement oublié au fond d'un tiroir. Claudine revenait parfois à son esprit, mais là encore, sans violence. Elle se souvenait d'elle comme d'un personnage de roman tragique, charismatique, excessif, condamné à sa propre dramaturgie. Elle ne cherchait plus à comprendre pourquoi. Elle savait que certaines choses ne se réparent pas, et elle n'avait plus besoin de réponses. Ce qu'elle avait reconstruit n'était pas une nouvelle version d'elle-même. C'était une version originelle, longtemps enfouie sous les attentes, les rôles, les loyautés imposées. Elle n'était plus une épouse, plus une fille, plus une femme blessée. Elle était simplement quelqu'un qui avait survécu, et qui, ayant tout perdu, avait appris à vivre avec ce qu'on ne peut plus briser. Les objets de son ancienne vie étaient rangés dans une boîte en métal au fond d'une armoire. La clé USB contenant la vidéo, une photo d'elle et Julien lors d'un voyage en Italie, une lettre jamais envoyée à sa mère. Elle ne les regardait pas. Mais elle ne les avait pas détruits. Ils étaient là comme une preuve non de douleur mais de mémoire. Elle n'était pas dans l'oubli. Elle était dans la transcendance. Elle ne ressentait plus le besoin de se justifier, de se raconter. Le monde qu'elle avait construit ne reposait plus sur le regard de l'autre. Elle ne cherchait ni pardon, ni revanche. Elle n'avait pas besoin que Julien comprenne,
ni que Claudine regrette. Le silence avait fait ce que les mots n'auraient jamais pu accomplir. Il les avait laissés seuls face à eux-mêmes. Et dans ce silence, elle avait trouvé une forme de liberté absolue. Parfois, des femmes du groupe de soutien lui demandaient comment elle avait tenu. Elle répondait toujours la même chose. « J'ai appris à ne pas répondre, à ne pas crier, à attendre. » Certaines ne comprenaient pas. D'autres hochèrent la tête avec lenteur, comme si un lien invisible se tissait entre elles. Élodie ne cherchait pas à être un modèle. Elle n'en avait pas la prétention. Elle savait que chaque douleur est unique, mais elle savait aussi que le silence peut être un territoire. Non pas un refuge, mais un pouvoir. Le pouvoir de s'éloigner, de se taire, de laisser l'autre s'éteindre à force de ne plus être entendue. Le plus cruel, pensait-elle parfois, n'était pas ce qu'elle avait fait. C'était ce qu'elle n'avait pas fait. Elle n'avait jamais crié, jamais exposé, jamais humilié. Elle avait juste disparu, et ce vide, ce silence, cette absence, avait tout dit. Elle souriait parfois en y pensant, non pas de joie malveillante, mais de satisfaction sereine. Elle n'avait pas reconstruit sa vie sur les ruines. Elle avait construit autre chose, quelque chose qu'il ne pourrait jamais atteindre, jamais comprendre. Et c'était là toute sa victoire. 2 ans après avoir quitté Lyon, Élodie, Moreau reparut publiquement, mais sans jamais exposer son nom, son passé ou son visage au grand jour. C'est une couverture sobre qui signa son retour, un livre à la jaquette grise, au titre frappant et silencieux comme une gifle bien placée. Les mères qui blessent en silence. Aucun sous-titre, aucun nom d'auteur sur la couverture, seulement des initiales, EM. Le livre ne se présenta ni comme un roman ni comme un essai. C'était un objet hybride, composé de fragments, de réflexions, de récits à la première personne mêlés à des portraits anonymes de femmes blessées par celles qui les avaient portées. L'écriture était précise, élégante, sans pathos, pas un mot de trop. Chaque ligne portait la trace d'un vécu réel, mais sans jamais livrer de faits identifiables. On y parlait de trahison sans scandale, de violence sans cri, de silence héréditaire transmis comme des bijoux de famille. Le bouche à oreille fit son œuvre. En quelques semaines, le livre devint un succès inattendu. Les critiques furent unanimes sur un point. Les mères qui blessent en silence n'étaient pas un témoignage, mais un miroir. Ils ne racontaient pas une histoire. Ils réveillaient des vérités enfouies. Ils mettaient les lecteurs, surtout les lectrices, face à leurs propres douleurs longtemps ignorées. Il évoquait ce qu'on ne dit jamais, que la violence peut venir aussi de celles qui nous aiment, que l'amour maternel n'est pas toujours une promesse de protection. Dans les librairies de Lyon, l'ouvrage occupait les premières tables. Ceux qui avaient connu Élodie le feuilletaient avec malaise, mais sans certitude. Aucun nom réel n'y figurait. Aucune ville n'était mentionnée. Mais certains passages résonnaient trop précisément. Un chapitre intitulé « L'écho du parfum sur le mauvais foulard » fit frissonner plus d'un lecteur. Une autre, section « La chambre où j'ai cessé d'attendre » déclencha des discussions fébriles sur les forums littéraires. Julien, à Bordeaux, lut le livre en une nuit. Il n'en parla à personne. Il sut, dès la première page, que c'était elle. Il reconnut les tournures, la netteté du style, la froideur bienveillante avec laquelle elle découpait ses souvenirs comme un chirurgien autopsie un cadavre. Il referma le livre au petit matin, le posa sur la table et ne dormit pas. Claudine, elle, reçut un exemplaire par la poste, sans expéditeur. Elle hésita avant de l'ouvrir, mais dès la 2e page, elle comprit, non par un mot précis, mais par cette sensation terrible d'être vue à travers une lentille implacable. Elle lut jusqu'au bout, puis elle resta des heures immobile, le livre posé sur ses genoux. Elle ne pleura pas, mais quelque chose en elle se brisa à nouveau, plus profondément cette fois. Le livre déclencha des courriers, des messages, des invitations. On voulut savoir qui était derrière EM. Les journalistes de spéculèrent, les maisons d'édition proposèrent des contrats, les lectrices écrivirent des lettres où se mêlaient gratitude et douleur. Mais l'autrice ne répondit jamais publiquement. Elle accepta cependant une séance de dédicace dans une petite librairie d'Aix-en-Provence, annoncée discrètement sans tambour ni trompette. Ce jour-là, la file s'étira jusque dans la rue. Des femmes surtout, de tous âges, des regards discrets, des silences pleins. Élodie,
vêtue d'un manteau beige, les cheveux relevés, un stylo noir à la main, accueillait chacune avec douceur mais sans familiarité. Elle écrivait des phrases brèves, écoutait, hochait la tête. Elle ne se dévoilait pas. Elle laissait le livre parler à sa place. Une femme d'environ 60 ans s'approcha. Elle tenait le livre contre sa poitrine comme une promesse. Quand Élodie leva les yeux vers elle, la femme demanda doucement « Vous avez pardonné à votre mère ?» Le silence dans la file se fit plus dense. Un frisson léger passa entre les corps. Élodie ferma un instant le livre, posa ses mains sur la couverture, puis répondit d'une voix posée. « Elle m'a appris la pire partie de moi à survivre, et pour ça je la remercie. » Elle n'ajouta rien. Elle signa le livre, le tendit avec un petit sourire et appela la suivante. Le soir, en rentrant chez elle, elle ouvrit une fenêtre, laissa entrer le vent tiède de la nuit provençale. Elle s'assit à son bureau, regarda les feuilles accumulées de son second manuscrit. Elle n'avait plus besoin d'écrire pour se libérer. Elle écrivait désormais pour montrer que l'on peut traverser les tempêtes sans jamais crier, que le monde écoute parfois, même le silence. Elle était la femme qui avait disparu sans un mot, mais qui, par son absence, avait fait trembler tous ceux qui avaient cru la réduire au silence. Et maintenant le monde entier écoutait.